BX1 +. Le face-à-face. Voilà, notre face-à-face est consacré aujourd'hui à l'accueil des sans-abri et à l'enjeu particulier que ça peut représenter cet hiver avec le Covid-19, avec l'évolution des publics. On va parler de tout ça avec Ariane Derrix, qui est la directrice de Lilo. Lilo, c'est une ASBL qui gère notamment des foyers d'accueil. On est également en ligne avec François Bertrand, qui est le directeur de l'organisme Bruxelles. Et on est avec Adrienne Van Weeve, qui est project manager à l'ASBL Infirmiers de rue. Merci à tous les trois d'être avec nous. Je vais peut-être commencer avec vous, François Bertrand. Expliquez-nous en 2 phrases ce qu'est Bruxelles et essayez de nous donner un aperçu de la situation. Est-ce qu'on peut savoir combien il y a aujourd'hui de sans-abri dans les rues de Bruxelles ? Oui, donc Bruxelles est un organisme régional public qui coordonne l'aide et les soins aux personnes sans abri, donc sur l'ensemble du territoire bruxellois. Au niveau quantitatif, d'après nos derniers dénombrements, on a environ 4000 personnes en situation de sans-abrisme et de mal-logement, dont 800 en rue. Ouais, donc ça veut dire 800 personnes qui dorment dans la rue, qui n'ont pas de refuge le soir. Vous avez dit sans-abrisme ou mal-logement. C'est quoi la différence entre les deux ? Comment est-ce qu'on évalue ces différents critères ? Alors, en fait, on utilise les catégories ETHOS, qui est une catégorisation européenne qui permet de distinguer les situations de vie des personnes. Donc, c'est-à-dire qu'on a des personnes en rue, ça c'est ETHOS 1. Les autres catégories permettent d'identifier des personnes qui sont en maison d'accueil, en centre d'urgence, mais également en squat, en campement, hébergées chez des amis, puisque l'ensemble de ces situations, ce sont des situations de sans-abrisme. Ouais. Je donne la parole à Ariane Derrix. Est-ce que vous pouvez faire le même exercice, nous décrire Lilo et expliquer votre travail à vous, combien de personnes vous accueillez? Est-ce que c'est juste de l'accueil de nuit ou est-ce que vous allez au-delà? Alors Lilo est une organisation qui est active dans la lutte contre le sans-abrisme à la fois à Bruxelles et en région wallonne. On a une diversité de services qui accompagnent les personnes sans abri, qu'ils soient femmes, hommes seuls ou des familles avec ou sans enfants. On accompagne entre 1000 et 1500 personnes par an dans ces différents dispositifs. Et notre ADN, c'est vraiment de chercher à développer des solutions dignes et durables pour les personnes. Donc on vise la fin du sans-abrisme. On pense que c'est possible, que c'est lié à une décision politique aussi. C'est un choix de société qu'on voudrait voir enclencher plus rapidement. Voilà, c'est une question d'investissement et de programme. On y reviendra dans un instant. Je termine le premier tour de table avec l'association Infirmiers de rue avec Adrienne Van Weeve. Même exercice. Expliquez au grand public votre travail. Donc, bonjour, Infirmiers de rue, c'est une organisation socio-médicale qui existe depuis maintenant une quinzaine d'années bientôt et qui travaille à la réinsertion durable en logement des personnes sans abri à Bruxelles et à Liège depuis peu, suivant l'approche assez connue du Housing First, c'est-à-dire le logement d'abord, ce qui nous permet par an de reloger durablement avec un succès assez étendu, entre 20 et 25 personnes en logement. Ouais. Et vous faites aussi des tournées dans les rues avec des contacts, hein ? Tout à fait. Donc la SBL est divisée en 2. Nous avons donc ce service d'accompagnement en logement, mais nous avons aussi un service de maraude qui fait de l'accompagnement psychomédico-social des personnes en rue. Voilà, on y reviendra tout à l'heure. Je repose ma question sur le dénombrement. François Bertrand, vous nous avez dit 4000 personnes, mais je sais qu'il y a eu une grande opération, une sorte de maraude où vous étiez d'ailleurs, je pense, plusieurs concernés. Hein. Bruxelles, elle ne fait pas ça toute seule, où on a essayé de dénombrer le public sans abri à Bruxelles. Ça veut dire que pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est une fois par an. Est-ce qu'on ça permet d'avoir un monitoring? Comment est-ce qu'on fait pour arriver à ce chiffre de 4000? Et sous question, comme ça on va aller plus vite dans vos réponses. Est-ce que ce chiffre aujourd'hui, il est stable ou est-ce qu'il est en augmentation? Alors le chiffre, très clairement, on peut l'annoncer, est en augmentation de par les effets de la crise Covid. Au niveau du pourquoi on fait ça depuis 10 ans, Bruxelles a été la première ville à le pratiquer au niveau européen. Et donc c'est une photographie tous les 2 ans de la situation qui permet après aux décideurs politiques de déployer des moyens, qu'il s'agit de moyens en urgence, en insertion et de dispositifs innovants également.
Ouais. Alors, vous nous dites c'est en augmentation. Alors, je ne sais pas qui va répondre à cette question-là. L'effet du Covid-19, on peut déjà le mesurer. On a beaucoup dit qu'on avait un problème de violence conjugale qui explosait et que donc il y avait des femmes qui étaient contraintes de quitter leur foyer. On a dit que beaucoup d'étudiants ou d'indépendants se retrouvaient dans une précarité beaucoup plus grande que d'habitude. Est-ce que vous pouvez confirmer que ça se mesure ou que ça s'observe dans vos différents dispositifs d'accueil ? Et est-ce qu'il y a une évolution du public auquel vous vous adressez habituellement ? Ariane Derrix, peut-être ? Oui, l'effet de la crise Covid et de la crise sociale qui s'en est suivie, nous, on l'a observé dès le lendemain du confinement de la première vague en mars. Dans un de nos services en particulier, qui est le centre de jour installé sur le parvis de Saint-Gilles, on a vu un doublement des demandes presque d'un jour à l'autre avec l'arrivée de toute une série de nouveaux profils qu'on n'avait jamais vus avant dans nos services. Les publics que vous avez cités, des jeunes, effectivement, des gens qui étaient dans les circuits d'économie clandestine, travaillant en noir, qui du jour au lendemain se sont retrouvés sans rien, des femmes victimes du système, victimes de la traite des femmes ou de prostitution, des mamans monoparentales qui n'arrivaient plus à remplir leur frigo, et la liste s'allonge comme ça. On voit encore aujourd'hui une augmentation très forte de ces demandes, au point qu'on est en train de développer un axe prévention au sans-abrisme qui nous paraît extrêmement important. C'est une demande du secteur depuis très longtemps que les politiques investissent autant d'argent dans la prévention au sans-abrisme pour éviter la première nuit en rue que dans les mesures d'accompagnement une fois que les personnes sont en situation de sans-abrisme. Aujourd'hui, c'est vraiment un élément extrêmement important si on veut éviter une catastrophe sociale encore plus forte. Ouais. Ça veut dire que si on a un nouveau public, il faut adapter les structures d'hébergement. C'est-à-dire que on sait que souvent il y a une problématique pour accueillir des familles, par exemple. Il faut prévoir des chambres qui permettent d'accueillir des enfants. Si on a souvent une difficulté à mélanger des hommes et des femmes, ça veut dire que vous devez vous adapter à cette situation ? Alors, c'est sûr que ça fait partie des conséquences de ce changement sociologique des profils. Je pense que c'est un des effets qui serait intéressant aussi de lire après l'analyse plus fine du dénombrement réalisé par Bruxelles. On a déjà, ces dernières années, dû adapter les structures d'accueil pour pouvoir répondre à une arrivée de nouveaux profils, notamment une féminisation du sans-abrisme, aussi énormément de jeunes. Plus de 25% aujourd'hui des publics qu'on accompagne sont des jeunes entre 18 et 25 ans. C'est très, très préoccupant aussi. Et donc, certainement, des nouvelles structures vont devoir voir le jour, malheureusement, pour pouvoir s'adapter à la spécificité des besoins de ces nouveaux publics. Oui, en effet. Oui, je donne la parole à Adrienne Van Weef. Ce que vient de dire, je vous ai vu hocher la tête à plusieurs reprises, ce que vient de dire Ariane Derrix, c'est aussi quelque chose que vous constatez, confirmez sur votre travail de terrain. Il y a plus de jeunes qu'avant qui sont dans la rue, première chose. Et quand quand vous faites les tournées, les maraudes avec infirmières de rue, le contact est facile ou on est dans des moments qui sont un petit peu compliqués en ce moment ? Alors, je rejoins tout à fait Ariane sur le fait que l'impact de la crise s'est senti dès le lendemain. Donc, nous, effectivement, on a été confrontés à une augmentation du public rencontré, donc à une augmentation aussi de nos maraudes. On a triplé, voire quadruplé le nombre de maraudes qu'on a fait aussi face, évidemment, au manque d'autres services disponibles, au manque de distribution alimentaire et autres. Et c'est vrai qu'en termes de jeunes, de public, de femmes, de personnes travaillant au marché noir, on a vu cet impact-là. Au niveau des jeunes, on les voit davantage maintenant en rue, et avec tout aussi la problématique de la drogue qui est assez présente et auquel on est de plus en plus confronté, en tout cas dans les rues bruxelloises, aussi liégeoises, parce qu'on travaille là-bas. Ouais. François Bertrand, il y a un reproche qu'on fait souvent, ou une question qu'on pose souvent, c'est la thématique de l'hébergement d'urgence, et puis de comment on peut faire pour passer de l'hébergement d'urgence, offrir un toit dans l'immédiat, parce qu'il fait froid dehors et parce que ça mobilise là souvent l'attention des médias et l'attention des politiques, et comment on fait pour passer à l'étape suivante qui est d'amener ces personnes à entrer dans un programme et à proposer un toit qui va au-delà de l'hiver. Est-ce qu'on y arrive ? Est-ce que ça reste un enjeu politique aujourd'hui ?
Non, ça reste très clairement un enjeu politique depuis les 20 dernières années, c'est-à-dire qu'on est confronté à des dispositifs publics nombreux et importants, il faut le dire, sous chaque législature, qui peinent à répondre à tous les besoins, qui mobilisent toujours plus de moyens qui sont effectivement orientés souvent vers l'urgence. Et c'est peut-être là la cause aussi, c'est en raison de difficultés dans l'accompagnement vers le logement et en insertion de ces personnes. Et donc, au niveau de ce nœud-là, c'est quelque chose qui est pris en compte par le gouvernement actuel en pleine crise Covid. C'est-à-dire que nous, on a été mandatés effectivement pour déployer des moyens d'urgence parce que le froid est là, parce que la maladie est là aussi, le Covid. Mais au-delà de ça, il y a également eu captation et mise à disposition de solutions de transit plus longues et de solutions innovantes en hôtel avec un accompagnement psychosocial plus intensif. Après, que ce soit que par rapport au secteur sans-abri comme par rapport au secteur CPS, je pense qu'il ne faut pas opposer l'urgence et l'insertion. Les deux sont complémentaires. L'urgence est une porte d'entrée aussi vers l'insertion et chaque secteur est confronté finalement à des causes structurelles qui sont la crise économique, maintenant une crise économique supplémentaire avec la Covid, des ruptures familiales, des trajets aussi de solidarité familiale qui ne peuvent plus avoir lieu dans les ménages les plus précaires, et puis des ruptures aussi en sortie d'institutions, que ce soit l'aide à la jeunesse ou les prisons. Ouais. Quand on dit, vous annoncez les chiffres de 4000 et vous dites ce chiffre est en augmentation, donc peut-être qu'il faudra le revoir à la hausse, on peut dire qu'on trouvera les 4000 lits nécessaires en région bruxelloise cet hiver, ou il y a toujours une incertitude ? Alors actuellement, pour répondre très précisément, on a 3224 places qui sont mobilisées pour ici l'hiver et le printemps qui vient, des places sur le plus long terme, puisqu'on en voit jusqu'au mois de juin. Et ça comptabilise autant des places en maison d'accueil qui font un travail plus d'insertion que les places en urgence. À côté de ça, on a 123 places ici qui vont se dégager à partir du mois de décembre pour des accompagnements intensifs de plus long terme vers le logement durable. Ouais, donc si j'ai bien fait le calcul, il manque plusieurs centaines de places là, dans ce que vous m'annoncez, 6 ou 700. Tout à fait. Alors, on est toujours en plein travail là-dessus, notamment pour augmenter les capacités de mise à l'abri, parce qu'on est aussi là pour pouvoir protéger des personnes vulnérables, mais également pour augmenter les solutions innovantes. Et donc, on l'a cité tout à l'heure, c'est l'Housing First, c'est l'accompagnement en transit long. Ouais, ça veut dire que vous, qui êtes un organisme officiel de la région bruxelloise, vous allez devoir vous tourner vers le gouvernement bruxellois, voire vers le gouvernement fédéral, pour dégager des moyens pour qu'on ait des places d'urgence. Vous allez les trouver, vous pensez ? Alors à ce stade, en fait, l'appel il est lancé en intrasectoriel, donc vers les maisons d'accueil qui, grâce à des plans d'action sanitaire plus précis, vont pouvoir accueillir plus. Ça, c'est la première piste. La deuxième piste, c'est les pouvoirs locaux, donc les communes et CPS, pour la mise à disposition de lieux ici pour les mois qui viennent. Ouais. Ariane Derrick, je vous avais demandé la parole, je vais vous la donner. Et je voudrais aussi que vous nous présentiez une nouvelle initiative qui a été lancée, qui est un centre spécifiquement pour les jeunes. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette initiative, nous expliquer pourquoi c'est important, puis je vous laisse réagir à François Bertrand, puisque vous avez sagement levé le doigt. Je vais rapidement quand même réagir d'abord à cette intervention. Je pense qu'il faut être attentif à ne pas tomber dans le piège. Je veux dire, il n'y a pas assez de place en centre d'urgence ou en hébergement temporaire en maison d'accueil par rapport au nombre de personnes qui sont à la rue ou en attente d'un logement aujourd'hui, parce qu'il y a une série de plus en plus importante de personnes qui refusent les solutions autres qu'un logement. Ce n'est pas parce qu'on augmentera le nombre de places d'urgence que les personnes iront toutes dans les centres d'urgence. C'est un message que le secteur, presque d'une seule voix, lance aux politiques depuis de très nombreuses années. Et donc voilà, attention que les nouveaux moyens dégagés permettent surtout de créer des solutions de logement et qui permettent aux personnes de sortir de cette situation durablement. Ça veut dire qu'ouvrir de nouveaux dortoirs avec des lits, c'est pas ce qui permet de résoudre la crise, pour le dire clairement. Ça ne suffit certainement pas, et il y a toute une série de publics qui continueront de refuser ce type de solution, et on doit tenir compte de cette donnée aussi. Alors le centre pour jeunes, lancé récemment, pourquoi est-ce que c'est important ? Alors c'est important parce que, comme je le disais, il y a une augmentation très préoccupante du nombre de jeunes mineurs ou ayant jusqu'à 25-30 ans que tous les services de notre secteur observent depuis de nombreuses années, et on voit cette augmentation encore plus forte avec la crise Covid. François a parlé de situation de rupture familiale qu'effectivement on voit en augmentation aussi. Des jeunes qu'avec d'autres secteurs comme le secteur de la santé mentale et de la jeunesse sont de plus en plus aussi dans des situations de désaffiliation.
qui sont en rupture de tout système d'aide proposé par nos institutions ou par les associations de terrain. Et donc, depuis 2 ans environ, plusieurs acteurs de 3 secteurs, le sans-abrisme, la jeunesse et la santé mentale, on a essayé de réfléchir à la création d'un centre qui, dans une dynamique intersectorielle, essaierait d'aller à la rencontre de ces jeunes avec la proposition d'un lieu d'accueil en journée spécifiquement dédié aux jeunes et qui serait basé surtout sur aucune condition d'accès, pas de conditions telles qu'on peut les retrouver parfois dans d'autres services de notre secteur. Ouais. Et donc ça fonctionne déjà. Vous accueillez combien de jeunes? On peut dire où il est situé? Alors, ça n'existe pas encore concrètement. L'ASBL vient de déposer ses statuts. L'ASBL s'appelle Macadam. Elle va faire parler d'elle, je pense, ces prochains mois. Et elle est en recherche d'un lieu pour pouvoir effectivement développer le service. Oui. Adrienne Van Wevey, on met le point sur quelque chose d'important parce qu'on a parlé d'accueil plutôt de nuit. Il y a une urgence aussi à penser des accueils de jour et à ne pas remettre les gens dans la rue au matin quand l'heure du réveil est passée. Alors, je pense effectivement, moi je reviens sur ce qui a été dit, effectivement, quantitativement, il y a un manque, mais qualitativement, on est aussi face à de nombreux refus qui sont liés à un manque d'intimité, de l'hygiène, des vols, des violences. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, la région a la possibilité en fait, d'apprendre et de pérenniser une nouvelle forme d'hébergement qui est plus dans une perspective de réinsertion. C'est ce qui s'est notamment vu durant la première phase du confinement avec la réquisition d'hôtels. Et là, on a vraiment eu la possibilité d'avoir une solution avec des avantages multiples. Une taille humaine, une intimité, une possibilité de s'y reposer toute la journée, de ne pas être mis à la porte dès le matin, donc de pouvoir avoir un accompagnement médical dans la durée, un accompagnement plus intensif, avec la possibilité aussi d'avoir un accompagnement du CPS, qui fait qu'en fait, on n'est plus vraiment dans juste mettre à l'abri, mais on est aussi vraiment dans une volonté réinsertion. Donc je pense qu'à l'heure actuelle, ce qu'il faut vraiment déplacer la vision, c'est déplacer l'attention qui sont à l'heure actuelle vers des hébergements, sur les hébergements d'urgence, vers cette forme d'hébergement qui garantit une réinsertion plus durable, mais il faut aussi pouvoir garantir, effectivement, comme Ariane le disait bien, les sorties vers des logements durables, vers un accompagnement. Et donc arrêter d'imaginer un ajuste divers, juste de jour, mais vraiment penser abri et réinsertion en même temps. Ouais, je vous pose juste une question, parce que ça va être notre dernier tour de table. Juste une question sur l'aspect sanitaire et médical, le public auquel vous êtes confronté, notamment infirmier ou infirmière de rue. Est-ce qu'il est conscient du Covid-19 et des mesures de précaution à prendre, ou est-ce que quand on a d'autres urgences, ça paraît secondaire ? Alors, ce qu'on a vu en tout cas pendant la première phase du confinement, c'est qu'il y a eu effectivement un besoin de sensibilisation aux conditions d'hygiène à mettre en place. Donc, c'est vrai qu'Infirmiers de rue a beaucoup travaillé à propager les signes et les mesures sanitaires pour pouvoir protéger ce public déjà particulièrement vulnérable au vu des différentes problématiques qu'il accumule. Par contre, cela reste justement une volonté de ces personnes-là d'être, à même titre que chacun d'entre nous, protégé de ce virus tel qu'il se doit. Alors, c'est le dernier tour de table. Je vais vous donner la parole, une trentaine de secondes chacun, pour pouvoir dire un dernier mot. Ça peut être une réaction à ce qui a été dit, ça peut être une demande. Peut-être qu'il y a l'un ou l'autre homme politique ou femme politique qui écoute cette émission. Ça arrive. Profitez-en. On va commencer avec vous, François Bertrand. Oui, mais peut-être pour réagir à ce qui a été dit auparavant, je pense qu'il faut sortir vraiment le plus vite possible de cette opposition entre urgence et insertion. Je pense ici aussi une question de responsabilité. Donc nous sommes un service public et donc on doit s'adresser à l'ensemble du public sans abri. Et donc il faut mettre autant des solutions d'urgence que d'insertion en place. Et donc vraiment, peut-être pour les auditeurs, c'est aussi casser certaines idées préconçues. Le sans-abrisme n'est jamais un choix des personnes. Vivre dehors et rude est dangereux. Personne ne fait le choix de se mettre en insolvabilité, ça c'est des choses qu'on peut entendre, où aucun jeune ne fait le choix de s'adresser à un CPS suite à une rupture familiale par confort. Et donc, je pense que malheureusement, oui, il faudra quand même toujours des portes d'entrée en urgence. Ça ne doit pas être tout, ça ne doit pas être la seule réponse, mais on ne peut pas catégoriser des personnes malgré elles dans des situations devant éviter à tout prix l'urgence. Malheureusement, l'urgence reste nécessaire et plus encore en période de pandémie. Ouais. Ariane Derix.
Alors, moi, je voudrais faire le lien avec une préoccupation très grande de la part de l'ensemble des associations bruxelloises de lutte contre le sans-abrisme face à une décision que s'apprête à prendre le gouvernement régional par la voix de Nawal Benamou concernant un quasi-moratoire sur les agences immobilières sociales. Toutes les associations du secteur sont en alerte par rapport à cette décision qui va être extrêmement pénalisante pour l'ensemble des publics en attente d'un logement socialisé, puisqu'il n'y a pas assez de logements sociaux à Bruxelles, mais en particulier aussi pour les personnes en situation de sans-abrisme ou en risque de sans-abrisme. C'est un peu technique comme dossier, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut savoir que par cette décision, les agences immobilières sociales ne peuvent plus accueillir de nouveaux logements ou très peu dans leur parc immobilier, et ça va directement impacter les publics qu'on essaie précisément de remettre en logement. Et il faut savoir que les agences immobilières sociales sont quasi aujourd'hui la seule porte d'entrée vers les logements de qualité pour notre public. Voilà, vous demandez donc qu'on lève ce moratoire. Adrienne Van Weeve. Oui, je reviendrai effectivement sur le fait que si l'hébergement d'urgence est évidemment important et nécessaire pour pouvoir répondre à l'urgence de certaines situations, il est important aussi de pouvoir progressivement transiter vers des solutions davantage structurelles, surtout avec l'impact social effectivement de la crise qui se fait déjà ressentir, mais dont on n'a pas encore l'ensemble de son impact. Donc je pense qu'il est important de petit à petit penser aux mesures structurelles. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire notamment dans cette émission. Il y a un appel pour les agences immobilières sociales de la part d'Ariane Derrix, qui est directrice de la SBL de Lilo. On a également entendu François Bertrand, qui est le directeur de Bruxelles, et Adrienne Van Weeve, qui est coordinatrice à Infirmiers de rue. On a aussi entendu, je pense, un relatif consensus pour dire qu'il ne faut pas opposer l'hébergement d'urgence et les projets structurels à long terme, mais que ces projets structurels à long terme, c'était le seul vrai moyen de lutter réellement contre le sans-abrisme. Merci à tous les trois